Alors j'ai le grand plaisir que c'est Catherine qui va avant le théâtre. C'est bien, hein, avant le théâtre, tu vas clôturer cette journée. Donc Catherine Barthélémy est professeure de médecine, professeure de physiologie et de psychiatrie. Elle a exercé à Tours. Et cette année, elle est présidente de l'Académie de médecine. Donc c'est vachement bien. Allez-y, applaudissez. Première femme élue à l'Académie de médecine. Donc elle peut donner des autographes. Il y a distribution de photos après. Bien, mais Catherine, je te laisse. Merci beaucoup de cette introduction. Impressionnante. Je suis impressionnée par cette salle magnifique et puis tous ceux qui participent. C'est vraiment un beau succès. C'est un beau succès, je dirais, non seulement humain, mais scientifique, parce que c'est vrai qu'on a besoin encore de faire des progrès pour mieux aider les personnes dont nous posons le diagnostic de troubles du neurodéveloppement au sens large. Alors, mon topo, il est un petit peu charnière, oui, c'est ça, entre aujourd'hui et demain, parce qu'il s'intitule « Propos introductifs de la deuxième journée ». C'est marrant, quand même. D'habitude, on fait la conclusion de la première avant l'introduction de la deuxième, mais ça me va très bien. Ça me va très bien, je suis très heureuse. Je suis très heureuse parce que cette réunion, elle est... on va dire le fruit, vous savez, d'une collaboration extraordinaire, toujours entre les familles, les professionnels du monde de la médecine, de l'éducation et plus largement du soin, et puis la recherche. Et donc, quand le professeur Jean-Louis Adrien, qui était le maître de Séverine Recordon et d'un certain nombre de psychologues ici présents qui participent de manière tout à fait, je dirais, riche et stimulante à toute cette action de réunion que j'appellerais nationale. Eh bien, Jean-Louis Adrien, professeur de psychologie à l'époque à l'Université de Paris, Paris Descartes, a été mon bras droit psychologue. Vous voyez, il a été un des premiers, le professeur Jean-Louis Adrien, à dire il faut mesurer. Et mesurer comment l'enfant fonctionne dans tel ou tel secteur. Il était dans le service de pédopsychiatrie, dont le patron, c'était Monsieur Lelore, Gilbert Lelore, le professeur Gilbert Lelore, qui lui avait dit, le premier, ça n'est pas la faute de la maman, c'est dans le cerveau de l'enfant qui se développe que les choses s'articulent différemment et que ça devient un enfant qui a du mal à communiquer, à interagir et à être lui-même dans sa propre vie autonome et communicant. Voilà, donc vous voyez, tout ça, ça se passait à Tours. Et puis, le temps passe et vous voyez, je vais vous expliquer entre hier et aujourd'hui quels ont été les progrès. La France était en retard et vous allez comprendre que la France, maintenant, a toute sa place dans ce qu'on appellera le paysage mondial de l'autisme et de sa complexité. Donc, voilà, ça c'est pour la partie gauche de la diapo. Vous voyez, l'autisme au quotidien, c'est le fruit de travaux de 40 ans de collaboration absolument, je dirais, positive, d'une richesse incroyable, très respectueuse des mondes de ceux qui sont, je dirais, concernés par le trouble et de ceux qui peuvent éclairer les pratiques et les faire progresser. Voilà ce que je dirais. Alors la partie droite, vous voyez, je me suis dit, au fond, qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui qui puisse nous donner du courage pour continuer? bien, je vais vous dire qu'on n'est pas seul au monde. On n'est pas seul au monde
Et vous allez comprendre que depuis, on va dire, une petite dizaine d'années, il y a un mouvement mondial très fédérateur dans lequel nous nous sommes inscrits et qui apporte des clés pour que nous progressions plus vite pour la connaissance, pour le diagnostic précoce, pour le diagnostic tout au long de la vie, mais aussi pour, je dirais, le développement d'interventions qui soient les plus adaptées, les plus ajustées et les plus inclusives. Alors, vous voyez, j'ai sous mon nom mis le petit cœur. C'est le petit cœur de la stratégie autisme et troubles du neurodéveloppement. C'était la première version de stratégie nationale financée par le gouvernement. Et donc, ce cœur, je trouve qu'il est... Je regrette que la stratégie numéro 2 ne l'ait pas conservée, parce qu'il est tout à fait symbolique. Et puis, en dessous de la liste des points que je vais exposer, il y a l'université de Tours, bien sûr, vous avez compris, avec l'hôpital universitaire, mais aussi les équipes de recherche et l'INSERM. À droite, il y a l'Académie nationale de médecine qui m'a accueillie, dans laquelle j'ai été élue, d'abord correspondante, puis ensuite titulaire, et maintenant que j'ai l'honneur de présider, et au sein de laquelle, je peux vous assurer, la question du neurodéveloppement est très très présente et très vivante. Et puis au milieu, c'est le groupement d'intérêt scientifique qui a été le fruit de la première stratégie autisme et troubles du neurodéveloppement. Et ce groupement d'intérêt scientifique, je vous en dirai un tout petit peu plus, mais il a permis de fédérer, là aussi, au niveau national, tous ceux qui, de la clinique jusqu'à la biologie moléculaire, vraiment, et puis aussi tout le travail sur la société, dans une perspective qu'on appellera médecine, sciences et société, ce groupement d'intérêt scientifique, il a porté ses fruits. Alors, donc le premier point de complexité, la complexité, c'est le vivant. Nous sommes tous des êtres très complexes et la complexité fait aussi la richesse. Elle rend quelquefois les choses compliquées, mais cette complexité, elle ne doit pas être un obstacle et ça va être mon premier message. Alors, l'un des premiers points que vous avez déjà abordé très largement, c'est celui du parcours. C'est un parcours de vie. Et donc, bien sûr, on est très attaché maintenant à ne pas seulement s'intéresser à la partie précoce. Mais il faut comprendre que si le cerveau en développement a des difficultés à se connecter, à s'organiser en réseau, à produire du mouvement coordonné, des coordinations sensorimotrices, de la pensée, de l'intelligence quelque part, de l'intelligence sociale, de la communication avec le langage. Cela dépend non seulement, et vous l'avez vu ce matin, et puis vous allez le revoir à chaque pas de cette conférence magnifique, et il y a vraiment de la biologie. La génétique pèse lourd. Mais il y a ces facteurs d'environnement. Vous avez entendu cet après-midi les médicaments qu'on prend, les toxiques qu'il y a dans l'environnement, les virus, enfin, etc. Et donc les mêmes spécialistes, en quelque sorte, vous voyez, doivent avoir en perspective que les problèmes se nouent très tôt, probablement même pendant le premier trimestre de la vie fœtale. Donc, et ces problèmes, ils vont aboutir à ce qu'à la naissance, il y a du visible et du non visible, mais que déjà le fonctionnement de l'enfant qui naît va être exposé à des attentes d'autrui, mais aussi à ce qu'on appellera des facteurs d'environnement qui vont être ou positifs ou négatifs, c'est-à-dire lui permettre de dépasser les obstacles ou au contraire
les plonger encore plus dans les obstacles. Donc vous voyez ces interactions qu'on appellera organisme-environnement, elles sont extrêmement complexes à comprendre et c'est pour ça qu'il y a des équipes de recherche qui sont très différentes. Il y en a qui travaillent sur l'ADN, véritablement tout ce qui va constituer le socle de toutes les productions de notre corps, et puis d'autres qui travaillent sur les facteurs d'environnement. Et tous ces regards, évidemment, doivent converger, vous voyez, vers lui ou celle qui va être l'acteur non seulement de sa difficulté, mais surtout de son progrès. Voilà. Et donc, sur cette image où j'ai représenté un bébé, on sait très bien que c'est là, probablement, et les progrès qui ont été vraiment franchis ces dernières années par la communauté mondiale, c'est vraiment le repérage le plus précoce des troubles, ce qu'on appellera du développement, du neurodéveloppement. Mais n'empêche que, là aussi, la complexité, c'est que c'est la vie qui passe. La vie qui passe, et il y a une période qui est aussi extrêmement utile à connaître et vers laquelle convergent, là aussi, les communautés non seulement de cliniciens, les familles qui sont très importantes pour bien, je dirais, piloter les regards des scientifiques et de ceux qui vont aider la personne, c'est la période de l'adolescence. Parce qu'à l'adolescence, le cerveau, qui jusque-là était assez tranquille dans la période d'enfance, va à nouveau subir une espèce de révolution biologique. La crise de l'adolescence, c'est pas non seulement on va dire, les colères et les conneries que font les adolescents, mais c'est aussi que dans le cerveau, ça structure autrement. Donc, vous voyez, les chercheurs, la communauté des chercheurs, elle doit s'inscrire dans la longitudinalité de la vie de la personne. Et puis enfin, et je dirais même surtout maintenant, il s'agit de savoir, dans ce monde des adultes qui ont été souvent ignorés, puisqu'ils étaient inscrits dans des parcours de vie qui échappaient non seulement à la clinique, aux nouveaux cliniciens du neurodéveloppement, mais aussi aux chercheurs. Donc, je crois qu'un des accents majeurs de la recherche, c'est celui du développement de la recherche sur les adultes et les personnes vieillissantes. Voilà. Alors, ensuite, la communauté, vous voyez, on n'est pas les seuls à avoir posé le problème. Et j'ai sélectionné cette image qui a été publiée dans un gros article qui a été rédigé par ce qu'on appellera une centaine de spécialistes des troubles du neurodéveloppement dans une revue médicale qui est une revue très cotée. Vous voyez, c'est une revue sûre. C'est une revue qui est très, très, très vérifiée dans ce qu'on appellera le support, la stratégie scientifique et la qualité, l'analyse des résultats et les discussions des résultats. Et là, il y a vraiment un consortium mondial qui s'est réuni, qui a été piloté par Cathy Lord, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, qui est une psychologue qui a eu un rôle très très important dans le développement des recherches au sens large du terme. Vous voyez, il y a un certain nombre de noms dans le monde, et Cathy Lord fait partie de cela. Et piloté, et ils ont fait des analyses sur des bases de données absolument considérables. Et ils ont extrait un certain nombre de schémas qui sont visibles dans cet article, qui, pour les scientifiques, ceux qui souhaitent le voir, le lire eux-mêmes, est cité en haut à gauche de la diapo.
là aussi, je pense que pour la première fois, il y a eu mise en lien de ce qu'on appellera les différents espaces de vie de l'enfant et par conséquent du développement de son cerveau, de sa personne, de sa personnalité, de sa relation aux autres et aussi des apprentissages. Et donc vous voyez, il y a 3 types de cercles. Il y a un cercle vert qui est celui de la personne, de l'enfant, adolescent, adulte. Et puis vous avez d'autres 2 cercles, celui de la famille et celui de ce qu'on appellera la communauté. Et donc, vous voyez, les cercles, ces cercles ont une surface qui est le fruit de l'analyse phénoménologique de ce qui se passe dans l'évolution du système qui entoure l'enfant ordinaire, mais aussi l'enfant ayant des troubles du neurodéveloppement. Et dans la première partie, vous voyez, il y a, dans la première partie, le cercle de l'enfant est appuyé sur un gros cercle qui est celui de la famille. Et néanmoins, ce qui a été une donnée très importante de cet article, c'est que on a considéré, et là de manière, je dirais, valide sur le plan scientifique, que la collectivité avait un rôle très important dans le développement de l'enfant ayant un trouble du neurodéveloppement. Et que, vous voyez, on considérait toujours la dyade un petit peu mère-enfant. Ensuite, on a dit la famille et l'enfant. Mais le collectif a un rôle vraiment neurodéveloppemental majeur. Bien sûr, à toutes les étapes de la vie, les cercles ont des tailles différentes. Mais je voulais insister sur ce point. L'autre point, c'est celui-là. C'est que, à l'autre extrémité, on a l'adulte. Bien sûr, la famille, vous voyez, doit être très soutenue, parce qu'elle a toujours son rôle. Et la famille, à l'âge adulte, au grand âge, la famille est déjà vieillissante, souvent épuisée, écartée, quelquefois, de l'adulte. C'est très important de considérer que dans la prise en compte des dimensions qui va être nécessaire de soutenir, d'accompagner, de former, la famille fait toujours partie du système. Et bien sûr que la communauté, c'est-à-dire la communauté au sens social, et éducatif, etc., est très importante. Mais ce point de la famille, je tiens à le souligner. Alors, ensuite, diapo suivante. Ça doit marcher comme ça. Voilà. Alors, la littérature, vous l'avez compris, ce travail de synthèse avec des schémas, vous verrez qu'ils sont quelques-uns assez difficiles à comprendre, mais cet article du Lancet, pour moi, il est fondateur. Le deuxième travail auquel j'ai eu vraiment la chance de participer dans les années 2018-2019, c'est celui qui a été produit par Autisme Europe. Autisme Europe, dans les années 2000, a demandé à un groupe de spécialistes européens de bien vouloir se pencher sur la question de la définition pour le public. À l'époque, dans les années 2000, le public n'était pas forcément très averti. Ensuite, on a eu une deuxième version en 2010, et puis pour la 2020, vous voyez, ce manuel est sorti en juillet 2019. Et que dit ce quatuor, vous voyez, ce quatuor qui est constitué de Patricia Olin, que beaucoup d'entre vous connaissent aussi, qui est une Anglaise, de Rutger van der Gaag, qui est un Hollandais, de Joaquim Fuentes, qui est un Espagnol, et de moi-même. Ce quatuor s'est appuyé, là aussi, sur la littérature scientifique pour apporter une définition et des résumés de stratégies qui étaient les plus pertinentes. Et ce qui est sorti de ce travail de 2019, c'est que la priorité au niveau de l'Europe
au niveau du monde entier, c'était l'adulte. Vous voyez ? Et donc, il est vrai que en 2018, c'était le début de la stratégie nationale autisme et troubles du neurodéveloppement. Et hélas, comme vous le savez, l'adulte n'a pas été prioritaire. On s'est attaché beaucoup au diagnostic précoce, aux très jeunes enfants, etc. Mais je pense que la plainte, la déception d'un certain nombre des acteurs, de ceux qui sont réunis pour vraiment faire entendre aux politiques publiques qu'il est nécessaire d'accorder des moyens, de l'argent, etc., c'est la recherche sur l'adulte. Et nous l'avions déjà dit en 2019. Alors, il ne faut jamais se désespérer. Vous voyez, donc, voilà, c'est très important dans nos colloques de se nourrir de la dernière actualité, de ce qui se fait, de meilleur, qui n'est peut-être pas encore généralisé, mais il y a des modèles, on en a entendu aujourd'hui, et on va encore en entendre demain, au cours de cette réunion absolument magnifique qui se déroule vraiment de manière magistrale et de manière très coopérative. Il faut se donner des objectifs pour soutenir et vraiment accéder. Alors, je sais que M. Pau vous a rencontré. Moi, je l'ai rencontré, j'ai pu lui dire bonjour, mais il partait, moi j'arrivais, donc on s'est fait coucou sur le trottoir. L'important, c'est qu'il ait été là. J'aurais préféré qu'il soit là pour m'entendre cet après-midi, mais bon, je lui ferai mon topo une autre fois. Voilà, donc là aussi, c'est un très très beau travail qui a été une actualisation, vous voyez, 2017, par un trio dans lequel il y a Michael Rutter. Michael Rutter a été une personnalité importante. C'était vraiment un neuropsychopédiatre qui a été très important pour le développement de la recherche en génétique. Et voilà, il a dit, en 2017, il a pris position vis-à-vis de la classification internationale. Alors, DSM, les classifications, ça a été majeur parce qu'on a écrit de façon objective quels étaient les problèmes de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte dans les différents secteurs du neurodéveloppement. Évidemment, l'autisme avait une place majeure. Les autres troubles ont été déclinés de manière un petit peu plus, je dirais, fragile. Et Michael a dit, tout ça c'est très bien, mais on ne peut pas faire, même en étant un très très bon scientifique fidèle à la nosographie, on ne peut pas faire l'économie de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, le soin, la compréhension et surtout l'identification des problèmes ne peut pas se faire sur des groupes qui ont été constitués sur la base de la définition des classifications internationales. Parce qu'on finit par, de manière un peu arbitraire, mettre dans la même boîte des gens qui, effectivement, répondent aux critères de définition, par exemple, de l'autisme, mais qui, au fond, sont très, très différents. Il y en a, par exemple, qui ont de l'épilepsie, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui ont un déficit du développement intellectuel, d'autres pas, etc. Et il a dit, retournons aux dimensions, retournons à ce qu'on appellera les communautés qui vont pouvoir analyser les différentes dimensions. Donc vous voyez, Michael Rutter, qui était vraiment un fan, un fan des classifications, il a lutté contre, vous savez, cette tendance interprétative à expliquer les maladies par des problèmes psychologiques. Il a été majeur, mais il a, en 2017, publié cet article. Et je vous, tous ceux qui veulent le lire, ils trouveront vraiment quelque chose
j'ai trouvé que c'était fort. C'était fort parce que Michael Rutter est maintenant un très vieux monsieur. Bon, au fond, c'est aussi l'expérience qui lui donne une certaine légèreté. Voilà. Et puis, dans cet article de 2023, vous voyez, et tout ça, ce sont des articles qui sont distribués dans des revues qui sont consensuelles, qui sont extrêmement rigoureuses et qui posent les problèmes au niveau international. Dans cet article, vous voyez ce schéma, il met l'enfant, la personne, au milieu d'un système. Et les chercheurs, vous voyez, les communautés de chercheurs qui sont inscrites dans les différents cercles n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Vous voyez, par exemple, l'enfant, bon, le développement, le neurodéveloppement, l'imagerie, la génétique, etc. Mais au fond, cet enfant, il fonctionne dans un environnement qui est celui de ce qu'on appellera son environnement naturel, familial, etc. Dans une cellule qui peut en même temps la classe, la famille, le groupe sportif, etc. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appellera plus largement la communauté, l'environnement. Alors, on a écouté Caroline de Migy, vous savez, un des objets, je dirais, de recherche de l'équipe lyonnaise, on va le dire comme ça, c'est quand même l'inscription dans la communauté, et en particulier la communauté urbaine. On ne peut pas faire l'économie, quand on est un chercheur, du rôle de l'impact de la communauté urbaine, de ses équipements, de son organisation en quartier, etc., sur le développement cérébral, sur le fonctionnement cérébral et son avenir. Et puis, plus largement, vous voyez, on est dans un environnement universel, on est sur notre planète, avec, bien entendu, en même temps des règles sociales qui sont un peu différentes d'un pays à l'autre, mais aussi des facteurs d'environnement. Et on parle beaucoup, évidemment, du rôle de l'environnement. Vous savez très bien que la question du microbiote, par exemple, avec l'alimentation, avec l'environnement, etc., est une des questions majeures sur l'impact que peut avoir cet environnement sur le neurodéveloppement tout au long de la vie. D'accord ? Donc, vous voyez, ces communautés de chercheurs, elles sont évidemment à mettre en lien. Alors, c'est pour cette raison que, là aussi, je vous ai choisi un article dans lequel l'équipe de David Cohen, d'ailleurs, a participé. C'est que sur des épisodes de vie qui posent un problème, on l'a vu tout à l'heure avec l'épilepsie, là il s'agit de la catatonie, qui est vraiment, autrefois c'était considéré comme un trouble psychiatrique. Maintenant, la catatonie est considérée comme un possible épisode neurodéveloppemental, d'évolution neurodéveloppementale. Et donc, ce qui est très important, c'est que dans la littérature internationale, là encore, dans une très très bonne revue, qui est Lancet Psychiatrie, eh bien, il y a la description d'épisodes qui peuvent être considérés comme un épisode catatonique. Et les chercheurs qui travaillent sur ce qu'on appellera les désordres, la désorganisation du fonctionnement cérébral qui peut être lié à des anticorps, à des phénomènes immunologiques, viraux, etc. On ne le sait pas toujours, on l'a toujours pas compris, mais que le fait que que le jeune, parce qu'en général c'est à l'adolescence et au moment de l'adulte jeune, il y a une aggravation des stéréotypies, il y a un refus alimentaire qui surgit, il y a une incontinence qui s'aggrave, il y a une régression des activités dans la vie quotidienne, et puis évidemment une aggravation des comportements d'automutilation, avec de l'agitation, etc. Et ces épisodes qui ont été mis sur le compte de toute autre chose, maintenant sont considérés comme une forme évolutive
probablement du trouble du neurodéveloppement pour des raisons qu'on doit connaître. Il est important de faire de la recherche sur ces épisodes parce qu'ils pourraient nous instruire sur des phénomènes. Vous voyez, il y a une découverte récente que, par exemple, certains cancers du cerveau sont liés, en fait, à une infection virale. Et que, par exemple, le diabète de type 1 est là aussi lié à une infection virale. Vous voyez, c'est la science, la connaissance médicale est à notre service. Donc, il est très important de se réunir, de se fédérer pour trouver ensemble des solutions. Et voilà, donc là, je dirais que grâce au soutien du gouvernement pour la recherche, vous savez qu'une petite équipe dont je faisais partie, parce que c'est un peu l'histoire, moi j'étais un peu entraînée, vous voyez, à réunir des gens qui n'avaient pas l'habitude de se parler, à commencer par les parents et les psychiatres. Ça avait été comme ça le démarrage. Mais les chercheurs sur le cerveau, voilà, donc ça aboutit au groupement d'intérêt scientifique. C'est 130 équipes, des équipes qui se connaissaient même pas. Vous voyez, Mohamed Jaber, par exemple, que vous avez entendu tout à l'heure, eh bien, il faisait pas partie du club, vous voyez. Et voilà, c'est comme ça. Donc, 130 équipes, et puis au niveau international, au niveau européen. Donc, la deuxième partie de la stratégie, donc c'est-à-dire la stratégie numéro 2, le GIS neurodéveloppement, trouble du neurodéveloppement, il va fédérer des équipes, bien sûr en Europe. Il y a un réseau européen de gens absolument formidables. Et alors, surtout, il y a un point très important, c'est que... Oh, pardon. Alors, il faut que je revienne en arrière. Ça va être le plus dur. En avant. Ah oui. Si je fais ça, c'est bon. Voilà. Et là, il faut que je mette la lumière. C'est ça. C'est-à-dire le groupe de réflexion avec les associations de personnes concernées pour la science. Donc, au sein du GRAPS, dans une structure opérationnelle, il y a un comité opérationnel qui est nourri des travaux de ce groupe de réflexion avec les personnes concernées pour la science. Alors, très, très ouvert, parce qu'il y a non seulement les troubles du neurodéveloppement, je dirais, de la classification, mais il y a aussi l'épilepsie, il y a aussi véritablement, là aussi, il est important d'ouvrir. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que le groupement d'intérêt scientifique va devenir une sorte de laboratoire vivant, vous voyez, pour mettre en lien les gens et pour pouvoir obtenir de l'argent, parce qu'en France, il y a un peu d'argent pour la recherche, mais pas trop. J'espère que nos politiques vont écouter ce que je dis à la tribune aujourd'hui, parce que c'est pas possible de pas avoir d'argent. Mais on peut aller en chercher à l'Europe, mais il faut rédiger des dossiers qui sont assez difficiles à rédiger. Donc le groupement qui s'appelle le groupe troubles du neurodéveloppement, le groupement d'intérêt scientifique, il est missionné pour ça. Et alors, dernière diapo, eh bien voilà. Donc, vous voyez au milieu de la diapo, il y a Paul Olivier. Paul Olivier qui est le project manager, qui est chef de projet. Le président qui m'a succédé, le directeur, c'est Pierre Gressens. Pierre Gressens, qui est un neurobiologiste qui s'y connaît vraiment sur le développement du cerveau pendant la vie intra-utérine et puis juste après la prématurité, etc. Et puis il y a deux nouvelles jeunes qui sont super, elles sont superbes et elles sont super intelligentes, efficaces. Donc il y a Marine et Mala. Voilà, et bien entendu, je vous le disais, très important de garder cette préoccupation que la science
éclaire nos pratiques, nos connaissances, nos pratiques et le développement des politiques publiques de notre pays et dans le monde entier. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je vais autoriser une ou deux questions, si tu en as envie, parce que notre équipe de théâtre se prépare. D'accord. Et ils ont besoin de la scène. Alors, soit on continue, on leur ouvre la scène et ils s'installent pendant un quart d'heure. Et pendant ce temps-là, tu réponds à des questions pendant le quart d'heure, mais ça peut les perturber. Bah oui, voilà. oui. Alors, est-ce que quelqu'un avait vraiment une question hyper urgente? Une question très, très urgente. Parce que autrement, demain, on ne va pas pouvoir avancer dans son travail. Non, mais c'est bien. Vous avez entendu tellement de belles choses. Oui. Moi, je vous félicite tous d'être là parce que vous n'imaginez pas le poids que Alors ça peut avoir. Vous partez pas, hein. Ils mettent 10 minutes à installer la scène et il faut être là, hein. Il peut y avoir 10 minutes à quart d'heure. Vous ne partez pas, hein. Voilà, donc je te laisse, pardon, excuse-moi, parce que j'en vois se lever, alors. Non. Voilà. Bon, bah, écoutez, bon spectacle. Moi, je vais faire partie aussi des spectateurs et j'en suis tout à fait ravie. Merci beaucoup. Au revoir.